mais quand même, on a vu, il y a beaucoup d'interrogations. Est-ce que le forum a pu dissiper certaines de ces interrogations? Ça a donné de nouveaux grandes lignes directrices. Est-ce que vous avez des réflexions sur l'influence de cette initiative? Ce mélange, cet échange, c'est que positif en fait, soit pour la Chine et pour tous les pays qui vont être qui vont travailler avec cette initiative. Pour moi, c'est de voir le développement des liens interculturels. Tu as beaucoup aimé la ville de Xiamen alors? Oui, c'est super. En Chine, on te dit, tu vas dans une petite ville, dès que tu arrives, c'est la plus grande ville de France. Comment l'équipe a pensé à choisir ce sujet-là? On a choisi ce sujet pour montrer que, par exemple, la ville de Changchun se situe dans le nord-est de la Chine. C'était l'ancienne base industrielle. Je pense que cette initiative ne se limite plus dans sa contrée géographique. C'est vrai qu'il est important finalement d'expliquer, je pense que tous les journalistes ont fait leurs efforts, d'expliquer que la ceinture et la route n'est pas seulement, ça ne concerne pas seulement les pays qui sont sur la ceinture ou la route, mais c'est un concept de la coopération internationale. Je pense le reportage que Nicolas a fait dans Anhui, ça parle aussi dans ce sens, donc on va voir d'abord ce reportage. La protection de l'environnement, c'est l'un des plus grands défis auxquels est confrontée l'humanité. Conscient de ce problème, le gouvernement chinois et les acteurs majeurs de l'industrie automobile s'attellent à promouvoir les énergies propres. C'est le cas de JAC, l'un des 10 plus grands constructeurs chinois qui a développé toute une gamme de véhicules électriques urbains. Ce constructeur, connu pour ses véhicules de transport et utilitaires, se tourne à présent vers des petits véhicules urbains. On peut voir que la chaîne d'assemblage est divisée de manière très spécifique, chaque petite unité de travailleurs s'occupant d'une partie précise de la chaîne de montage, selon un processus très automatisé. Mais afin d'attirer les consommateurs chinois vers les véhicules électriques, il faut accroître le nombre de bornes de chargement au sein des villes, une mission qui est cruciale si l'on veut limiter les émissions de gaz polluants dans les zones urbaines. La construction de véhicules ne se limite pas aux véhicules passagers. Zoomlion est le plus grand fabricant chinois de machines de construction et développe toute une gamme de machines agricoles. Les entreprises chinoises de construction de machines agricoles se développent de plus en plus vers l'étranger. Par exemple, cette compagnie a connu une augmentation de 50% de ses exportations cette année à destination de l'Europe, de l'Asie du Sud et de l'Afrique. En Afrique, par exemple, ce genre de machine permet une augmentation substantielle de la production agricole. Et l'initiative Ceinture et Route, mise en place par le gouvernement chinois, a permis un renforcement notable de la coopération de la Chine avec les pays étrangers. Et tu m'as dit qu'il faisait très chaud, c'est ça? Ah oui, oui, dans l'entreprise, la première, là, on me voit faire le stand-up, Ouais. c'était un four. Il n'y a pas d'aération. On avait attendu pas mal de temps que les équipes se mettent en place et tout le monde avait très très chaud. Tout un groupe de toutes les chaînes de CGTN étrangers. On ne voit pas beaucoup de monde qui travaille dans ces fours-là. Ouais, tout à fait, ouais, c'est une usine très automatisée. Ouais, ouais. Après, il y a évidemment il y a des groupes comme ça qui travaillent sur des endroits dans la chaîne de montage, hein, qui font le montage de manière très précise. Mais après, c'est vrai que ça marche sur le sorte de rails, en fait, tout avance comme ça avec des rails. Et puis il y a aussi des sortes de robots qui arrivent et qui sont aussi sur les formes de rails comme ça, et puis ils déplacent les objets, les outils dont ils ont besoin. Donc, l'usine est très moderne en fait, c'est juste qu'il faisait absolument trop chaud. Parlant de passionné, je pense que Nicolas est très passionné par son travail là. Déjà, on l'est tous, non? On a retrouvé un petit extrait. Vas-y. J'ai un peu peur. On va voir d'abord. Mais je me souviens, j'ai vu un extrait plus long, c'est-à-dire qu'au début, tu n'as pas arrivé à démarrer cette machine. Bah oui, c'est la première fois que je montais dedans. Et j'ai dû m'entraîner un petit peu avant. J'ai eu justement un des chauffeurs, des conducteurs qui m'a montré. Alors voilà, c'est facile. Tu fais comme ça, tu bouges, bam, 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 tu montes, hop, tu fermes. Mais bon, c'était un peu rapide alors. J'ai eu un peu de mal au début. Ensuite,
Parce qu'il faut allumer le moteur d'une certaine manière, ensuite Et pas très comment on fait compliqué. pour conduire s'il n'y a pas de volant? C'est des manettes en fait, c'est juste un truc qui fait avancer et reculer. C'est une une manette. moissonneuse-batteuse? C'est Oui, bien ça? Oui, une c'est une moissonneuse, façon On peut de accélérer. Oui, C'est oui, on comme peut une Game accélérer. Boy, Ouais. alors, donc. Mais tu as Ouais. conduit pendant combien de mètres là? Une vingtaine de mètres, hein. Ça va, c'était pas non plus, je suis pas parti dans les champs maçonnés. Ah, c'était pas toi les images Au fond, dans les champs. On ferme cette petite parenthèse. Alors, dis-moi, quelle était l'impression que tu as de ces usines, parce qu'on parle beaucoup maintenant de transformation, de fabriquer en Chine, à innover en Chine, mais ça reste, on parle beaucoup de cette idée. Mais quand tu es sur place, quand tu vois tous ces moissonneuses batteuses, je ne sais pas si c'est toi qui as eu l'idée de conduire, c'est toujours le pionnier. Voilà, j'ai pas eu peur, non, mais ça m'intéressait, je voulais vraiment savoir comment faire. C'est amusant en plus. Mais non, j'étais vraiment étonné hein, quand je suis allé dans les usines, je m'attendais pas peut-être à autant d'usines aussi modernes en fait, des voitures, on parle des voitures électriques. Donc la Chine investit beaucoup dans les véhicules électriques, hein, parce que bon, évidemment, il y a un effort du gouvernement qui est en ce moment pour développer les énergies renouvelables, donc les véhicules électriques en font partie. Pour les tracteurs, j'ai vu un tracteur qui était absolument énorme. On n'a pas vu sur les photos, mais j'ai fait aussi un stand-up près d'un énorme tracteur où j'étais plus petit que Laro. Je suis pas très grand, mais là, c'était quand même... C'était assez impressionnant. À ce point de qualité, en fait, la Chine a rattrapé la plupart des pays occidentaux ou très développés pour la fabrication, je parle de ces machines, soit agricoles, soit on peut élargir, hein, la robotisation. On parle d'innovation, on parle par exemple des smartphones, hein, les Huawei, etc., qui se développent très bien dans tous les autres pays. Bon, c'est vraiment... Je suis allé aussi dans des sociétés de high-tech. On parle là d'intelligence artificielle et les Chinois sont vraiment au premier plan aussi dans ce domaine-là. J'ai beaucoup de reproches à faire à une entreprise chinoise, c'est l'entreprise Tencent. Parce que depuis qu'ils ont inventé WeChat, eh bien, je passe ma vie sur mon téléphone portable. Donc, que ce soit pour la télécommunication, hein, comme on en a parlé, que ce soit sur le Pangyoucher, je ne peux pas m'empêcher de liker un peu les photos que m'envoyaient les amis. Je vais utiliser WeChat pour échanger des musiques avec mes amis. Je vais utiliser WeChat, comme on l'a dit, avec Weixin Zhifu pour faire mes commissions. On peut aussi organiser des réunions virtuelles. Ça, c'est exactement pour le travail. Pour le travail également. Surtout pour le travail. Moi, ça fait à peu près 7 ans que je vis en Chine. Il y a 7 ans, WeChat n'existait absolument pas. Et là, à peu près, il y a 4 ou 5 ans, WeChat a fait son apparition. Et honnêtement, en termes d'innovation, je pense que c'est... Et donc, c'est vraiment chanceux que tu as pu avoir une famille avant, c'est ça? Il sortait encore à l'époque. Il parle encore. Oui, voilà. En effet, c'est une grande chance. Sur le sujet, quand même en France, il y a plusieurs choses. J'étais très surprise quand je suis rentrée en France la dernière fois. Quand je suis partie pour la Chine il y a 2 ans, personne n'avait de Huawei en France. Et là, quand je suis rentrée, tout le monde a marqué Honor sur leur téléphone. J'étais vraiment surprise. Et puis, depuis peu, là, il y a Mobile qui est quand même qui est en France. Et je crois que ça va vraiment révolutionner la vie des citadins dans le pays. Et je pense que ça va éveiller les consciences sur le sujet des avancées technologiques qui viennent d'ici, comme les paiements mobiles, etc. Tu parles de l'économie de partage. On voit Mobile qui, en 2017, a d'ailleurs remporté le prix de l'entrepreneuriat 2017. Donc ça, c'est une entreprise chinoise. À l'échelle mondiale, c'est très impressionnant. Et dans le métro, à Paris, apparemment, métro, RATP, ils ont installé des codes QR pour WeChat, pour avoir des informations. Je n'ai pas vérifié parce que j'ai pas eu le temps d'aller en France pour ça, mais la prochaine fois, je viendrai avec mon code QR. Là. Oui. Alors, ça nous emmène à notre sujet suivant, c'est la transformation de l'économie chinoise. On voit que c'est un processus qui a démarré il y a longtemps et ça reste toujours très important dans l'agenda du gouvernement. Alors, on va voir un petit reportage que Clémence a fait avant le 19e congrès du Parti communiste chinois, qui est très high-tech en apparence. On va voir tout de suite. En 2010,
2017, la réforme énergétique chinoise a décroché le budget colossal de 360 milliards de dollars. Le but, produire 15% de l'énergie du pays grâce à des sources renouvelables d'ici à 2020, 20% d'ici à 2030 et créer en passant 10 millions d'emplois dans le secteur pour atteindre un total de 13 millions en 2020. Sous l'impulsion du gouvernement, la Chine s'est rapidement imposée comme un acteur incontournable de l'industrie mondiale des énergies renouvelables. Aujourd'hui, 2 panneaux solaires sur 3 dans le monde viennent de Chine. C'est également le cas de près d'une éolienne sur 2. Par ailleurs, la Chine investit plus de 32 milliards de dollars par an dans des projets liés aux énergies renouvelables réalisés à l'étranger. Sur son propre sol, le pays ne lésine pas non plus. En 2016, Greenpeace estime que pour chaque heure qui passe, la Chine installe une éolienne et recouvre de panneaux solaires une surface de la taille d'un terrain de foot. Plus tôt cette année, la province de Qinghai a été capable de fonctionner pendant une semaine entière sans autre énergie que celle issue de sources renouvelables. Grâce à l'énergie hydraulique notamment, les 5,2 millions d'habitants de la province de Qinghai ont utilisé 1,1 milliard de kilowattheures tout en économisant 535 000 tonnes de charbon. Plus que comme un défi, la Chine a traité sa transition énergétique vers des sources renouvelables comme une opportunité pour le pays. Et ça marche puisqu'elle se pose aujourd'hui en modèle de croissance durable pour tous les pays en voie de développement. C'est où là? C'est où? Ah, c'est dans une... je sais pas, c'était pas vraiment une usine, c'était plus un showroom d'une... Enfin, une salle d'exposition d'une... marque qui fabrique des panneaux solaires, enfin des tuiles. Il ne fabrique pas des panneaux solaires, mais il fabrique plein de produits dérivés à base de cellules photovoltaïques. Donc par exemple, ils ont fait des voitures panneaux solaires en fait, qui fonctionnent à l'énergie qu'elles captent à travers leur carrosserie, c'est ça qu'on dit? Oui. C'est très futuriste. Et on va un peu continuer notre discussion parce que vous vivez en Chine depuis très longtemps là. Avez-vous senti vraiment cette transformation qui se produit dans la vie quotidienne? Par exemple, on a parlé de mobile. Parce que moi, d'origine pékinoise, j'ai vécu mon enfance à Pékin avec quand même des ciels bleus, je vous assure. Et puis, depuis ces dernières années, on avait beaucoup parlé du smog à Pékin. Et il y avait vraiment des moments, la pollution était très grave. Mais cette année, je crois que tout le monde ici, on a l'impression que... Oui, on a beaucoup de ciel bleu. Mais je crois que ça n'a quelque chose à voir avec les efforts qu'on a fait tous, même le gouvernement. Par exemple, moi, maintenant, j'habite dans les ruelles de Pékin. Les routons. Les routons, oui. Et puis là, ce sont des petites maisons très anciennes. Auparavant, en hiver, on se réchauffe avec des poêles, avec des charbons. Oui, ça fait chaud, mais ça pollue. Et puis, des fois, c'est dangereux aussi, parce qu'il y a des fuites de gaz. Ça peut être dangereux. Mais depuis ces dernières années, il y a 2-3 ans, là, il y a une rénovation pour les anciennes maisons en centre-ville. C'est-à-dire, si un foyer, une famille veut bien rénover sa maison, il peut faire la demande à comment dire, il y a une administration dans le quartier, et puis le gouvernement local peut donner une petite comment dire, subvention. Oui, subvention, oui, ouais. Subvention. Pour passer au gaz. Oui, pour aider à la rénovation de la maison. Et aussi, on a changé le chauffage à radiateur électrique. Donc, ça pourrait être réduit pas mal de pollution, je pense. Ouais. C'est vrai que le ciel bleu de cet hiver, c'est très encourageant. Mais je pense je pense tous les journalistes
ont envie qui sont en Chine, qui ont envie d'aller sur des sites historiques ou dans des minorités ethniques pour voir un peu la diversité de la Chine et pour les montrer aux téléspectateurs. Donc, vous avez fait tous des reportages et faute du temps, on n'a pas le temps de les montrer tout en entier. Donc, nous allons voir ensemble les extraits que vous avez faits. Donc, après, on va en discuter. Allez. Le monastère Samye est le premier monastère bouddhiste à avoir été construit au Tibet. Il présente la particularité de réunir en son sein les 6 sectes du bouddhisme tibétain, à savoir les sectes Sakya, Nyingma, Kagyu, Gelugpa, Cheonan et Bon. On peut reconnaître les membres de ces différentes communautés grâce à leurs chapeaux. L'opéra tibétain n'est pas seulement classé au patrimoine immatériel national de Chine, il est également inscrit par l'UNESCO au patrimoine immatériel culturel de l'humanité. Ce soir à la salle, nous assistons à la reprise musicale de l'un des grands classiques de l'opéra tibétain qui relate la vie de la princesse Wensheng. Tout le monde connaît plus ou moins l'art de la calligraphie, mais derrière cette pratique se trouvent les 4 trésors: le pinceau, l'encre, le papier et l'encrier. La province de l'Anhui est très célèbre pour la fabrication de ces 4 trésors, confectionnés par des artisans qui les considèrent comme des arts à part entière. Voici les traits. Avant de commencer à réaliser vraiment une calligraphie avec des mots complets, il faut d'abord s'entraîner à réaliser les traits de la manière la plus correcte possible. En Chine, près de 83 millions de paysans travaillent dans l'industrie laitière. C'est en période de changement, la période la plus propice pour développer le thé chinois. La Chine a enfin décidé de révéler sa culture millénaire au reste du monde en utilisant un allié de choix, le thé Oolong. Et visiblement, ce pari est gagné d'avance. Yves Mouillet, CCTV. 这个三瑶台是咱们阁老族的一种风俗，是吗？对，是我们阁老族代卡的最高礼仪。它第一台是喝油茶、吃点心，第二台是这个喝酒、吃下酒菜，第三台就是吃饭、吃九大碗。Quand l'invité boit l'alcool jusqu'à se sentir en légère état d'ébriété, cela veut dire qu'il a été bien accueilli. L'alcool à base du riz est fait maison. Et les chaleureux Kelau se sont mis à chanter pour montrer leur hospitalité. Tu as des symptômes de haute altitude quand tu étais au Tibet? Tout à fait. Alors, je ne pensais pas du tout que je les aurais parce qu'il paraît que c'était... Je pensais que c'était lié à la forme physique. Alors, je suis en très bonne santé. mais en fait, oui, au Tibet, j'ai quand même fini par saigner du nez. Oui, j'ai vraiment eu le mal d'altitude, mais c'est venu progressivement, contrairement à mes collègues qui en général l'ont eu au début et puis plus après. À part les saignements de nez, ça se traduit par d'autres symptômes? Mais tu ne peux pas respirer. Je faisais des stand-up avec des yaks. Mais oui, non, mais des stand-up avec des yaks à 5000 mètres d'altitude. Et en fait, je voulais marcher au milieu des yaks et parler. Et en fait, au final, on a dû choisir, je ne pouvais pas marcher. En parlant, j'arrivais pas à finir les phrases. Et c'était vraiment, c'était très étrange comme sentiment parce que quand on voit les images du Tibet, on se dit tout ce ciel bleu et ce grand air, on va pouvoir respirer, sortir de Pékin. Et en fait, c'est tout l'inverse. On respire mieux à Pékin qu'au Tibet. Et il faut le savoir, ça c'est surprenant, mais c'est vrai. Mais Nicolas, avec l'expérience de calligraphie, c'était toi à la fin Oui. Ah oui, tu maîtrises pas mal. Un petit peu, j'ai appris un peu à écrire. Enfin, surtout là-bas, j'ai appris avec un stylo. Manier le pinceau, c'est complètement différent. Quand on écrit les caractères chinois à la main avec un stylo bille ou avec un pinceau, c'est pas du tout la même manière de faire. Donc la calligraphie, c'est vraiment autre chose. C'est plus de la peinture que de l'écriture. Et Yves, quel était ton thé préféré là Mon thé préféré, alors moi j'aime beaucoup le Tie Guanyin. Tie Guanyin, parce qu'en fait il y a d'ailleurs une légende à ce sujet. Je suppose que tout le monde en a entendu parler, mais je vais la raconter pour les téléspectateurs éventuellement. Alors, d'où vient le thé Tie Guanyin? Apparemment, c'est une déesse, donc la déesse Guanyin, qui veut dire la déesse de la miséricorde de fer. C'était un homme assez pauvre, démuni,
qui tous les jours, voyant le temple de cette déesse qui commençait à se délabrer, a décidé, bon gré mal gré, de prendre soin de ce temple et de balayer tous les jours. Et jusqu'au jour où la déesse en question lui est apparue en rêve. Et pendant son sommeil, elle lui a dit « Tu trouveras aujourd'hui, derrière ma statue, un trésor infini. » Il se réveille en sursaut, il court pour voir derrière cette statue de métal, cette statue de fer, où est donc ce magnifique trésor. Il ne voit rien, il s'attendait à un amas d'argent, des coffres forts. Il dit mais non, il n'y a rien. Et tout à coup, son regard est attiré en bas de cette statue et il voit un petit bourgeon. Et ce petit bourgeon, c'était du thé. Il s'est donc dit, ok, je vais écouter les conseils de cette déesse. Il s'est mis à planter le thé et il a fait fortune et il a partagé cette fortune avec l'ensemble de ses amis. Donc cette déesse-là, pour le remercier de s'être occupée de ce temple, lui a effectivement donné une fortune infinie. Et donc mon thé préféré, c'est donc un thé qui s'appelle Moni Zhejiao. Moni Zhejiao en chinois, ça veut dire l'impérissable amitié. Et donc c'était d'ailleurs un thé que François Hollande a offert à monsieur Xi Jinping au cours d'un des voyages du président chinois en France. Il lui a offert le thé de l'impérissable amitié, Moni Zhejiao. Donc j'ai eu d'ailleurs la chance de goûter à ce thé. Effectivement, c'est un nectar. Et puis Yves, maintenant, dès qu'il voit un sanctuaire de Guanyin, il balaye. Non, mais parce que vous travaillez avec Yves pendant longtemps, est-ce que tu as constaté, tu travailles avec Yves pendant longtemps, est-ce que tu as constaté qu'il a développé sa capacité de raconter des histoires après la naissance de sa fille? Pour l'endormir, oui, certainement. Oui, c'est pas mal cette histoire. Il chante aussi très bien d'ailleurs. Ouais. Enfin, on voit que le thé finalement est associé beaucoup à la culture et je pense l'alcool aussi parce que Yutine, je ne sais pas si tu étais dans un peu ce que tu racontes dans le reportage, un état d'ivresse à la fin. En fait, à vrai dire, je suis allergique à l'alcool. Donc, mais tu n'as rien pris? Si, mais quand même, comme les Golau, ils sont tellement chaleureux. J'ai pas pu refuser, donc j'ai siroté une petite bouchée. Mais si vous regardez le reportage en complet, vous voyez à la fin de ce reportage, j'ai un stand-up. Là, je suis tout rouge, presque tout rouge, ouais, pour faire le dernier stand-up. Mais ouais, j'avais quand même le sang-froid, donc ça va. Ouais. Enfin, je pense que la culture de l'alcool est souvent liée à l'hospitalité aussi. Et on voit que les stand-up que tu as fait et Clémence a fait, enfin, je pense beaucoup de journalistes ont fait des stand-up ou des duplex très souriants et tout, mais derrière, il y a toujours des histoires à raconter. Donc, merci à vous tous de partager ces expériences qu'on ne voit pas dans les reportages. Alors maintenant, c'est au tour de nos téléspectateurs, de nos audiences, de poser des questions. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser à nos invités? J'ai des questions posées à Liu Yuting. Bonjour. Votre reportage sur le ski à Changchun m'intéresse beaucoup. On voit dans votre reportage que la plupart des plans sont filmés en plein air en hiver. Je suis sûr qu'il fait froid. Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés au cours du tournage par un temps si froid? Merci pour votre question. Oui, il faisait très froid ce jour-là et je crois que la plus grande difficulté, c'est pour les caméramans, comme ils doivent filmer avec les gants. Donc c'est pas évident de faire toutes les gestions subtiles avec les gants. Oui, oui, des réglages, tout ça. Et à part cela, pour les interviews des skieurs, soit avant la compétition au point de départ ou soit après à la point finale, parce qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup de médias, donc il faut quand même se bousculer un peu pour les saisir. Donc je crois que ce sont les deux choses les plus difficiles pour ce reportage. J'ai une question pour Nicolas. Bonjour.
J'ai vu dans le reportage que vous avez essayé de pratiquer la calligraphie chinoise. Donc, j'aimerais savoir, en tant qu'étranger, est-ce que c'est difficile pour vous d'apprendre à écrire ou parler chinois? Et est-ce que vous avez des conseils pour les étrangers qui sont en train d'apprendre le chinois? Merci beaucoup. D'accord, très bien. Ouais, je vais répondre, oui, c'est très difficile d'apprendre à écrire chinois, en fait. En fait, c'est le plus difficile dans la langue chinoise. On peut parler, je pense, tout le monde peut apprendre à parler le chinois, la prononciation, ça s'apprend. Même dans la rue, en entendant parler, mais l'écriture, ça demande des heures et des heures de pratique. Et c'est même beaucoup plus difficile d'écrire que de lire, parce qu'on peut reconnaître les caractères, même sans les avoir appris vraiment. Par contre, pour écrire, il faut s'entraîner pendant des heures à écrire chaque trait, etc. Sur des feuilles de papier, je me rappelle, j'ai passé vraiment des heures à écrire. Et ensuite, on commence à comprendre la logique du caractère, et là, ça devient vraiment intéressant, parce qu'on voit qu'il y a un ensemble de traits qui se répètent, après, c'est des combinaisons pour former des caractères. Donc une fois qu'on a compris les traits de base, les ensembles de traits de base, après on peut construire le caractère un peu comme un puzzle. Alors moi j'ai une question pour Yves. Bonjour Yves. Alors je voulais savoir, dans toutes ces années d'expérience ici, quel était le reportage qui vous aviez le plus marqué et pourquoi? J'ai eu l'immense opportunité d'aller dans un orphelinat chinois qui était réservé à des enfants qui étaient atteints de cécité, ou qui étaient sourds, muets, et qui avaient beaucoup de problèmes physiques et émotionnels également. Et c'était une expérience très enrichissante parce que j'ai eu l'occasion de côtoyer des bénévoles chinois qui essayaient de se consacrer corps et âme à ces enfants. Et donc on voyait des enfants qui étaient quand même un peu rejetés, ce qui est tout à fait normal compte tenu de leurs problèmes. Mais au sein de cette communauté-là, ils avaient la possibilité d'apprendre, de faire de la peinture, de l'art, et recevoir une éducation digne de ce nom. Et ce qui m'avait vraiment beaucoup plu, c'est qu'on pouvait voir que ces enfants-là étaient pleins d'espoir quant à leur avenir, pleins d'envie et pleins d'enthousiasme. Donc ça, c'est resté un des meilleurs moments de ma carrière, je dirais. C'est l'histoire humaine. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres? Je crois que vous êtes tous allés à l'extérieur de Beijing pour des reportages, peu importe le sujet. Vous vivez, quand vous allez à l'extérieur de Beijing, pendant plusieurs jours avec des communautés, vous rencontrez des minorités ethniques. Est-ce que vous trouvez le retour à Beijing et dans le studio pour le montage difficile? Je pense pour moi c'est plutôt la veille de départ, de retour. c'est un peu nostalgique de penser de quitter le pays, de quitter le groupe que tu travaillais pendant une semaine ou 2 semaines, surtout quand on a de bonnes ambiances de travail. Donc je crois que pour moi c'est plutôt la veille de retour qui rend plus un petit peu mélancolique. Oui, c'est comme ça. Ouais, c'est vrai que dans certains reportages, il y a des liens qui peuvent se créer en fait, avec les personnes qu'on va interroger. Donc c'est vrai qu'il y a une nostalgie qui peut s'installer. Mais bon, grâce à WeChat, on garde compte. Personnellement, ça dépend de comment est-ce qu'on a ressenti l'endroit. Je sais que quand je suis revenue de Xiamen, j'ai pas arrêté d'en parler pendant très longtemps. Pendant peut-être 2 semaines, j'y pensais tout le temps. Aussi parce qu'il y avait 20 degrés de plus qu'à Pékin, mais ça c'est... Là il y a une vraie nostalgie du coup qui s'installe, mais sinon, non, sinon ça reste des temps de travail assez courts. 2 semaines c'est exceptionnel au final, du coup. Et intense. Oui, court et intense en général quand même, on est content de rentrer dormir. Oui voilà, on est content de se reposer. C'est souvent intense. Ouais. Alors, merci à tous les 4 d'avoir partagé vos expériences. Et faute du temps, on ne peut pas prendre d'autres questions. Apparemment, j'ai vu qu'il y a d'autres mains qui s'élèvent. Et merci à vous d'être là pour nous accompagner. Et je vous remercie, chers téléspectateurs, d'avoir suivi notre discussion. Et je vous souhaite, au nom de toute l'équipe, une très bonne année 2018.